Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un livre assez provocateur, Technocratie, le chemin difficile vers l'ordre mondial, de Patrick M. Wood. C'est un auteur qui s'est beaucoup penché sur des sujets comme le développement durable ou la commission trilatérale. Et dans cet ouvrage, il fait un lien, disons, surprenant entre des choses qu'on entend tous les jours et une vieille idéologie dont peu de gens se souviennent. Alors voilà la question centrale du livre. Quel rapport peut-il bien y avoir entre une théorie sociale un peu obscure des années 30 et le concept ultramoderne de ville intelligente? À première vue, aucun, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce pont entre le passé et notre futur que l'auteur nous propose d'explorer. Allons-y, on va essayer de démêler tout ça. Ok, pour commencer, mettons sur la table deux concepts que tout le monde connaît bien aujourd'hui. D'après l'ouvrage, ce sont vraiment les deux piliers de toute cette histoire. Alors, on a d'un côté le développement durable. C'est le grand projet des Nations Unies, un agenda mondial pour en gros assurer l'avenir de la planète. Et de l'autre côté, on a les villes intelligentes, les fameuses Smart Cities. Ça, c'est plutôt le projet des géants de la technologie, la promesse d'une ville plus efficace, plus connectée. Deux idées qu'on voit partout et qui, c'est clair, sont en train de redessiner notre quotidien. Bon, développement durable d'un côté, villes intelligentes de l'autre. Mais alors, quel est le rapport? Ils semblent ne rien avoir en commun. C'est là qu'on arrive au cœur de la thèse du livre, à la connexion un peu cachée que l'auteur veut nous révéler. Eh bien, d'après l'auteur, ce lien, ce fil rouge, c'est un système politique et économique bien particulier qui porte un nom, la technocratie. Retenez bien ce mot parce que c'est la clé de voûte de toute son argumentation. La technocratie? D'accord. Mais ça veut dire quoi au juste? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour bien saisir l'idée, le livre nous fait faire un petit voyage dans le temps, direction l'Amérique en pleine crise des années 30. Alors voilà comment les technocrates eux-mêmes définissaient leur projet en 1938. Et le terme est important, la science de l'ingénierie sociale. On ne parle pas juste de politique ou d'économie, non. On parle de gérer la société tout entière, comme on gérait une machine, de façon scientifique. L'ambition est immense, tout le mécanisme social doit être optimisé. Donc, ce n'est pas une idée qui sort de nulle part. L'auteur nous montre que tout ça a commencé dans les années 30 à l'Université de Columbia, en pleine Grande Dépression. Deux noms à retenir, Howard Scott et M. King Hubbert. Ce sont eux qui ont lancé le mouvement Technocracy Inc. et qui ont mis noir sur blanc leurs idées dans un document qui est devenu la Bible de leur idéologie. Et attention, parce que ce qu'ils proposaient, c'était une vraie révolution. Une rupture totale. En gros, on oublie l'argent, on le remplace par des certificats d'énergie. Fini la propriété privée. Et surtout, le plus important, ce ne sont plus les politiques qui dirigent, mais un conseil de scientifiques et d'ingénieurs. Et pour que ce système marche, il faut tout savoir sur tout le monde. Absolument tout. Chaque produit, chaque achat, chaque personne, tout doit être enregistré et mesuré. La société devient un grand système de données. On pourrait penser que ce projet un peu fou des années 30 a fini aux oubliettes. Logique. Mais justement, la thèse du livre, c'est que pas du tout. Apparemment, cette idéologie serait revenue sur le devant de la scène, mais bien plus tard. Et c'est là qu'entre en scène un acteur clé, selon l'auteur, la commission trilatérale. D'après le livre, cette commission, fondée en 1973, avait un but très clair, créer un nouvel ordre économique international. Et pour Patrick Wood, ça ne fait aucun doute, c'était une manière de ressortir du placard les vieilles idées de la technocratie, mais cette fois à l'échelle de la planète. Pour illustrer ça, le livre met en avant cette citation d'un membre de la commission, Richard Jarner. Il dit en substance que pour construire un ordre mondial, il ne faut pas y aller de front, attaquer la souveraineté des nations directement. Non, la stratégie serait beaucoup plus fine, il faudrait la contourner, l'éroder pièce par pièce. Une approche progressive par le bas. Ok, mais comment on fait ça concrètement aujourd'hui? Eh bien, l'ouvrage nous décrit ce qu'il appelle une troïka planétaire menée par l'ONU. C'est un plan en 3 temps. D'abord, l'agenda 2030, qui définit les grands buts du développement durable. Ensuite, l'accord de Paris sur le climat, qui donne le pourquoi, l'urgence d'agir. Et pour finir, le nouvel agenda urbain. Et ça, ce serait le comment, le plan d'action pour appliquer tout ça partout, dans chaque ville, chaque communauté. Et c'est ce dernier point, le fameux nouvel agenda urbain, qui nous amène à la conclusion de l'argumentation. On va voir pourquoi les villes sont, d'après le livre, absolument au centre de cette stratégie. Alors, pourquoi les villes? C'est simple, suivez l'argent. Le livre montre que la richesse mondiale se concentre de plus en plus dans les villes. Regardez, on est passé de 60% du PIB mondial généré par les villes en 92 à plus de 80% en 2016. C'est juste énorme. C'est là que le pouvoir économique se trouve. Donc, si on veut changer le système, c'est logiquement par là il faut commencer.
Donc ce nouvel agenda urbain de l'ONU, ce ne serait pas juste une liste de bonnes idées pour les mairies, pas du tout. L'auteur le présente comme le véritable manuel d'instruction, le cadre pour refaçonner complètement la façon dont nos villes sont gérées, financées et pensées, et ce à l'échelle mondiale, avec une vision unique pour toutes. Et voilà, on boucle la boucle. La conclusion de la thèse de l'auteur, c'est celle-ci. Des concepts comme le développement durable ou la ville intelligente, qu'on nous présente comme l'avenir, le progrès, ne seraient en réalité que la version 2.0, le relooking moderne d'un très vieux projet. Celui d'une sorte de dictature scientifique imaginée dans les années 30. Le livre se termine sur cette interrogation, qui résume toute la tension de son propos. Est-ce que tout ça, c'est un chemin difficile, certes, mais nécessaire pour arriver à une civilisation plus juste, plus organisée, plus durable? Ou bien est-ce qu'on est en train de s'engager sur une voie qui mène à un contrôle total, basé sur la science et la technologie? La question est posée et elle mérite réflexion.